Les cartons empilés contre le mur de mon salon ressemblaient à des pierres tombales marquant la mort de mon mariage. J'étais assis par terre, le dos contre le radiateur froid, tenant dans une main le jugement définitif de divorce et dans l'autre mon téléphone. L'horodatage indiquait 15h47, exactement une heure après que le coup de marteau du juge Durand avait mis fin à 22 ans de ce que je croyais être de l'amour. Mon téléphone vibra. Le nom de Véronique apparut sur l'écran, et contre mon meilleur jugement, j'ouvris le message. J'espère que tu profiteras bien de ton studio minable. Roland Dashford vient d'installer son piano à queue Steinway dans ton ancienne salle de musique. Les déménageurs ont dit qu'il vaut plus que ce que tu gagnes en 5 ans. Ah, et on transforme ton studio de répétition en fumoir à cigares. Tu sais, pour quelqu'un qui compte vraiment dans ce monde. Autre vibration. Une photo cette fois. Roland debout dans mon ancien bureau, son diplôme d'HEC Paris accroché là où les médailles militaires de mon grand-père Eugène étaient autrefois exposées. Son visage arrogant tordu en ce qu'il pensait sans doute être un sourire, mais qui ressemblait plutôt à un prédateur examinant sa proie. « Tu mourras pauvre et seul », disait le texte suivant. Comme ton grand-père. Au moins, lui avait ses précieux secrets pour lui tenir compagnie dans cette maison de retraite. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Un violon et des illusions de talent ? J'étais sur le point de jeter mon téléphone contre le mur, mon bras déjà en arrière, quand il sonna. Pas un texto cette fois, mais un véritable appel. L'identifiant de l'appelant me fit me figer. Là où aurait dû se trouver un numéro de téléphone, il n'y avait qu'une série de zéros, avec un seul, un à la fin. Je le fixai pendant 3 sonneries, 4 sonneries, 5. À la 6e, mon pouce bougea de lui-même et répondit. Théodore Eugène Bonnet. La voix était masculine, nette, d'une précision militaire. Chaque mot énoncé comme une balle qu'on charge dans un fusil. Qui est à l'appareil ? Ma voix sortit plus rauque que prévu, épaisse des émotions que j'avais avalées toute la journée. Monsieur Bonnet, ici le colonel Jacques Montfort du ministère des Armées, division de récupération des successions. J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Votre grand-père, le sergent-chef Eugène Bonnet, a accompli une opération militaire classifiée en Algérie en 1962. Cette opération avait pour nom de code « Musique de nuit ». Mon grand-père était sergent d'intendance en Algérie. Il jouait du piano dans les messes des officiers. Les mots sortirent automatiquement. La même histoire que mon père Daniel m'avait racontée 100 fois. C'était sa couverture, monsieur Bonnet. Votre grand-père était spécialiste en cryptographie au sein du 11e choc. La mission qu'il a accomplie est restée classifiée au-delà du secret défense pendant exactement 60 ans. À minuit hier soir, cette classification a expiré. Je me levai lentement, les jambes instables. De quoi parlez-vous ? Votre grand-père a récupéré quelque chose dans les montagnes de l'Atlas, quelque chose qui a acquis une valeur considérable au cours des 6 dernières décennies. Il n'a jamais réclamé son indemnisation en raison de la nature classifiée de l'opération. Cette indemnisation, avec les intérêts composés et ajustés à l'inflation, vaut aujourd'hui approximativement 156 millions d'euros. Le téléphone glissa de ma main, claquant sur le parquet. Je pouvais entendre la voix du colonel, minuscule et lointaine, continuer à parler. Je le rattrapai rapidement, les mains tremblantes. C'est impossible. Mon grand-père est mort dans une maison de retraite publique. Mes parents ont dû prendre une 2e hypothèque juste pour payer ses soins. Le sergent-chef Bonnet a fait un choix, monsieur Bonnet. Il a choisi le silence pour protéger sa famille et son pays. Mais il a aussi pris des dispositions. L'argent ne peut être libéré qu'à son descendant direct, et seulement si certaines conditions sont remplies. Quelles conditions ? Vous devez venir à Paris immédiatement. Il y a un vol Air France qui part de... Il y eut une pause. Où êtes-vous en ce moment, monsieur Bonnet ? Lyon. Je jouais avec l'Orchestre national de Lyon cette saison. Parfait. Un TGV part dans 2 heures. Un billet première classe a été acheté à votre nom. Votre grand-père a spécifiquement demandé la place fenêtre en voiture 14. Ce détail figure dans son dossier. Comment avez-vous su m'appeler aujourd'hui, juste après mon divorce ? Il y eut une pause alors. Les instructions de votre grand-père étaient très spécifiques, monsieur Bonnet. Nous devions vous contacter le jour où vous perdiez tout. Ces mots exacts étaient « Quand mon petit-fils n'aura plus rien à perdre, donnez-lui tout ce que je n'ai pas pu réclamer. » Il est mort il y a 35 ans. Comment pouvait-il savoir ? Eugène Bonnet savait beaucoup de choses, monsieur Bonnet. Il était très doué pour prédire les schémas. C'est ce qui le rendait inestimable pour le renseignement militaire. La question maintenant est de savoir si vous êtes prêt à apprendre ce qu'il savait.
L'horloge a commencé à tourner au moment où j'ai passé cet appel. Vous avez 72 heures pour terminer ce que votre grand-père a commencé. Sinon, la totalité de l'héritage sera transférée au ministère des Armées. Par ma fenêtre, je pouvais voir la Saône dans le lointain, grise et agitée comme les yeux de mon grand-père quand il fixait le vide, perdu dans des souvenirs qu'il n'a jamais partagés. Je pensais au texto de Véronique, à mourir pauvre et seul. Je pensais au visage arrogant de Roland dans ma maison. Colonel Montfort, qu'est-ce que mon grand-père a exactement récupéré dans ces montagnes? La réponse à cette question vaut 156 millions d'euros, monsieur Bonnet. Je vous verrai au ministère demain matin, 8 heures précises. Apportez le journal de votre grand-père, celui avec les compositions musicales. Vous l'avez toujours, n'est-ce pas? Je regardais le seul carton que j'avais refusé de laisser Véronique toucher pendant le divorce. Celui étiqueté « Affaire de grand-père Eugène » dans l'écriture soignée de ma mère. Oui, je l'ai. Bien. Encore une chose, monsieur Bonnet. Le nouveau compagnon de votre ex-femme, Roland Ashford. Son grand-père, William Ashford, était un contractant de défense en 1962. Ce n'est pas une coïncidence. Rien dans votre situation actuelle n'est une coïncidence. Votre grand-père a vu cela venir il y a des décennies. La ligne se coupa. Je restais debout dans mon appartement vide, entouré des débris de mon mariage terminé, tenant un téléphone qui venait de me connecter à un passé dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Dehors, la silhouette de Lyon s'étendait vers un ciel assombri. Et quelque part dans ce labyrinthe de pierres et de lumière, mon ex-femme célébrait sa nouvelle vie dans mon ancienne maison, avec un homme dont la famille pouvait être liée au secret que mon grand-père était mort, en protégeant. Je marchai vers le carton des affaires de grand-père et sortis son journal en cuir. Ces pages jaunies par l'âge, remplies de compositions musicales manuscrites que j'avais jouées au violon depuis l'enfance. Pour la première fois, je remarquai quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Dans la marge de la première page, écrit au crayon si pâle que je dus le tenir à la lumière, se trouvaient 5 mots. Pour Théodore, quand tout se termine. 3 mois avant cet appel, qui changea tout. Je me tenais sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, mon violon chantant les notes finales du concerto en ré majeur de Brahms. Le public explosa en applaudissements, 2000 personnes debout. Et au 3e rang, Véronique était assise, les mains parfaitement immobiles sur ses genoux. Elle n'applaudissait pas. Cela aurait dû être mon premier avertissement. La vie à 47 ans s'était installée dans un rythme aussi prévisible qu'un métronome. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures dans notre maison de Neuilly-sur-Seine, pratiquais mes gammes dans mon studio insonorisé, pendant que Véronique faisait du yoga sur la terrasse surplombant la piscine. La maison s'étendait sur près d'un demi-hectare de perfection soignée. Chaque pièce un témoignage du sens du design de Véronique et de ma capacité à me permettre ses goûts. Nous l'avions acheté 15 ans auparavant, quand l'Orchestre de Paris m'avait promu premier violon solo. À l'époque où Véronique assistait encore à mes performances et le pensait vraiment quand elle disait qu'elle aimait la façon dont mes doigts bougeaient sur les cordes. « Ton grand-père serait si fier », avait dit ma mère Patricia lors de la pendaison de crémaillère, passant ses mains usées le long des comptoirs en marbre. Eugène disait toujours que la musique t'emmènerait dans des endroits où il n'avait jamais pu aller. Grand-père Eugène était mort depuis 12 ans à ce moment-là, mais sa présence persistait dans notre famille comme une mélodie qu'on ne peut pas tout à fait placer. Mon père Daniel gardait la photographie de son père sur la cheminée. Une image en noir et blanc d'un jeune homme en tenue militaire, les yeux aussi aigus que l'hiver. À côté se trouvait l'étoile de bronze d'Eugène, bien qu'aucun de nous ne sache ce qu'il avait fait pour la mériter. « Il est revenu d'Algérie différent », disait Daniel après sa 3e bière lors des dîners de famille. A passé 6 mois dans les montagnes de l'Atlas avant même que son déploiement officiel ne commence. N'en a jamais parlé. Jouait juste ce piano, comme s'il essayait de noyer quelque chose que lui seul pouvait entendre. J'avais hérité du don musical d'Eugène, mais l'avais canalisé différemment. Là où il jouait du jazz dans des clubs enfumés, les doigts volant sur les touches en génie improvisé, j'avais choisi le monde discipliné de la musique classique. Structure, précision, chaque note écrite, prédéterminée, sûre. Véronique avait aimé cela chez moi, quand nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité il y a 23 ans. « Tu n'es pas comme ces autres hommes », avait-elle murmuré cette première nuit, son souffle chaud contre mon oreille, alors que nous dansions. Ces types de hedge fund qui pensent que l'argent est de la musique. Toi, tu crées quelque chose d'éternel. Elle travaillait alors pour une petite entreprise de design d'intérieur, affamée et ambitieuse, portant une robe empruntée et de fausses perles que je trouvais attachantes. J'avais 32 ans, elle en avait 29, et quand elle me regardait,
Je me sentais comme Brahms lui-même. Notre mariage avait été bon pendant la première décennie. Elle redessinait nos divers appartements au fur et à mesure que ma carrière grandissait, chaque espace plus sophistiqué que le précédent. Quand nous avons finalement acheté la maison de Neuilly, elle avait arrêté de travailler, disant qu'elle voulait se concentrer sur rendre notre vie belle. Je pratiquais 6 heures par jour, jouais 3 soirs par semaine, donnais des masterclass au Conservatoire de Paris le week-end. Nous parlions d'avoir des enfants, mais nous ne sommes jamais vraiment arrivés à le faire. Toujours une tournée de plus, une rénovation de plus, quelque chose de plus nous empêchant de cette composition particulière. Le changement commença lentement, comme un violon se désaccordant progressivement. Véronique rejoignit le cercle de l'Union interalliée, commença à déjeuner avec des femmes dont les maris dirigeaient des entreprises d'investissement et des sociétés technologiques. Elle rentrait à la maison en parlant de maisons de vacances à Courchevel, de yachts sur la Côte d'Azur, de jets privés pour Art Basel. « Tu savais que Roland Dashford vient d'acheter un Basquiat ?» dit-elle un soir, sans lever les yeux de son téléphone. 23 millions pour une toile. Roland Dashford, le nom qui finirait par tout détruire. Il avait engagé Véronique pour redessiner son penthouse dans le 16e arrondissement, un travail qu'elle avait accepté sans en discuter avec moi d'abord. « C'est juste un projet », avait-elle dit. Son argent se dépense comme celui de n'importe qui d'autre. Mais ce n'était pas le cas. Son argent venait enveloppé d'attention, de compliments et de comparaisons qui me faisaient me sentir plus petit à chaque jour qui passait. Roland mesurait 1,88 m contre mon 1,75 m. MBA-EC Paris contre mon diplôme du conservatoire. Il avait gagné 40 millions l'année dernière, alors que j'avais à peine dépassé les 300 000 euros. « Votre mari est très accompli », dit Roland, lors d'un dîner que nous ne pouvions éviter, sa main restant juste un moment trop long sur l'épaule de Véronique. Ça doit être fascinant de vivre avec un artiste. La façon dont il disait artiste donnait l'impression que c'était un passe-temps charmant, quelque chose d'amusant mais finalement non pertinent. Véronique rit, un son que je n'avais pas entendu depuis des mois, lumineux et authentique d'une manière qui me serra la poitrine. C'était il y a 6 mois. La tournée de printemps à Vienne devait être un triomphe. 3 semaines à jouer avec le Philharmonique de Vienne. Au lieu de cela, elle devint le décor du mouvement final de mon mariage. Pendant que je jouais Mozart au Musikverein, Véronique jouait à la maison dans le penthouse de Roland. Mon neveu Jules les surprenant dans une étreinte qui briserait tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la femme qui avait autrefois dit que ma musique était toute la richesse dont elle aurait jamais besoin. L'appel FaceTime de mon neveu Jules arriva à 2 heures du matin, heure de Vienne, alors que je révisais des partitions dans ma chambre d'hôtel à l'Impérial. Son visage remplit l'écran de mon téléphone, pâle et anxieux, paraissant plus jeune que ses 23 ans. « Oncle Théo, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix se brisa comme s'il avait 13 ans à nouveau, m'appelant après les funérailles de son père. « J'ai vu tante Véronique à l'immeuble de bureau de M. Dashford ce soir. Elle redesigne aussi son espace de bureau, dis-je en posant mon violon. Elle a mentionné quelque chose sur l'extension du projet. Il était minuit, oncle Théo. Tout l'immeuble était dans le noir, sauf le penthouse. Ils étaient sur le balcon et ils... Mon Dieu, je ne sais pas comment dire ça. Ils ne regardaient pas des échantillons de tissu. L'archet glissa de mes doigts, claquant contre le pupitre. « Qu'est-ce que tu as vu exactement ?» Ils s'embrassaient, vraiment s'embrassaient. Sa robe, elle n'était plus complètement mise. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai pris des photos parce que je ne pensais pas que tu me croirais autrement. Les photos arrivèrent quelques secondes plus tard. Véronique pressée contre la balustrade en verre. Les mains de Roland emmêlées dans ses cheveux. Sa robe rouge à moitié dézippée. La ligne d'horizon parisienne scintillant derrière eux comme une célébration de mon humiliation. L'horodatage indiquait 23h47 au moment où elle m'avait envoyé un texto disant qu'elle allait se coucher tôt avec un mal de tête. Je jouais la performance de ce soir-là parfaitement, mécaniquement, mes doigts connaissant les notes pendant que mon esprit rejouait ces images. Les critiques autrichiens l'appelèrent techniquement impeccable, mais émotionnellement absente, ce qui semblait approprié pour un homme découvrant que sa vie était un faux. La confrontation arriva 3 jours après mon retour à Paris. Véronique était dans la cuisine, fredonnant le printemps de Vivaldi, portant des boucles d'oreilles en diamant que je ne reconnaissais pas. « Jolie boucle d'oreilles ?» dis-je en posant mon étui à violon avec un calme délibéré. Elle les toucha par réflexe. « Merci. C'était un bonus du projet Dashford. Ça doit être un sacré projet.
Travailler jusqu'à minuit, gagner des bijoux. Son visage traversa une série d'expressions comme des mouvements dans une symphonie. Surprise, calcul, défi et finalement une résolution froide. Tu sais, Jules t'a vu. Il travaille dans l'immeuble de Roland, tu te souviens? Ou as-tu oublié la famille pendant que tu te déshabillais pour ton client? Elle posa sa tasse de café d'une main ferme. Je n'allais pas t'insulter en niant. Comment c'est généreux de ta part. Tu veux que je m'excuse? D'accord. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, mais je ne suis pas désolé que ce soit arrivé. Elle se leva, lissant sa jupe de ses mains manucurées qui traçaient autrefois mon visage après les représentations. Tu sais ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui aime les compositeurs morts plus que les gens vivants? Tu passes 6 heures par jour avec ton violon, Théo. 6 heures. Roland passe ce temps à construire des empires. Je suis musicien. C'est ce que je fais. C'est ce que tu disais aimer chez moi. J'avais 29 ans. Je pensais que la passion pour l'art signifiait la passion pour la vie. Mais tu ne vis pas, Théo. Tu te produis seulement. Même notre mariage est devenu un récital. Les mêmes mouvements répétés sans fin. Roland me montre de nouveaux mondes. La semaine dernière, nous avons pris un jet pour Monaco pour déjeuner. Pour déjeuner. Quand est-ce qu'on est allé quelque part la dernière fois qui n'était pas pour ton travail? Alors tu as jeté 22 ans pour un déjeuner à Monaco? Non, je les ai jetés pour quelqu'un qui me fait me sentir vivante. Tu veux connaître la différence entre toi et Roland? Quand il entre dans une pièce, les gens le remarquent. Quand tu entres, ils peuvent apprécier ton talent, mais personne ne te craint. Personne n'a besoin de toi. La vie de personne ne change parce que Théodore Bonnet existe. Sauf la tienne. Mon argent a changé ta vie de façon assez spectaculaire. Elle rit, amère et sec. Ton argent, Théo? Roland gagne ton salaire annuel en 1 semaine. Cette maison dont tu es si fier? Sa cave à vin vaut plus. Tu es une pièce de musée, une relique jouant des reliques pour d'autres reliques. Le monde a avancé, et tu es toujours debout sur scène à jouer de la musique d'hommes morts depuis des siècles. L'avocat du divorce qu'elle avait engagé était le partenaire de golf de son père. Naturellement, le droit français favorisait le conjoint non travailleur, surtout celui qui avait sacrifié sa carrière pour le mariage. Les papiers furent déposés avant même que j'aie traité ce qui se passait. Elle voulait la maison, la moitié des comptes de retraite, une pension alimentaire qui me viderait et le maintien de son niveau de vie établi. « Vous garderez votre violon », dit généreusement son avocat. « Et un véhicule. » Madame Bonnet est tout à fait raisonnable. Ma mère, Patricia, pleura quand je lui dis « Cette femme ne t'a jamais mérité. » Mon père, Daniel, fut plus pragmatique. Eugène a tout perdu aussi, tu sais. Il est revenu de la guerre pour découvrir que sa première femme avait vendu la ferme familiale et disparu avec un autre homme. Il s'est reconstruit à partir de rien et est mort avec rien. Il est mort avec dignité, corrigea mon père. Parfois, c'est tout ce qu'un homme peut garder. Le bâtiment du ministère des Armées s'élevait sur le boulevard Saint-Germain comme un monument de pierre grise, ses façades haussmanniennes dissimulant des secrets que même l'architecture ne pouvait contenir. J'avais pris le TGV de nuit depuis Lyon, le journal de mon grand-père enveloppé dans une serviette dans mon sac à dos, trop précieux pour être confié aux bagages enregistrés. Le chauffeur de taxi, un ancien militaire lui-même, siffla doucement quand je lui donnai la destination. « Le ministère à l'aube? Vous êtes militaire ?» Mon grand-père l'était, sergent-chef Eugène Bonnet. Il a dû faire quelque chose de spécial pour vous valoir une convocation au ministère. Si seulement il savait. J'avais passé le vol à lire et relire le journal d'Eugène, voyant des motifs que je n'avais jamais remarqués auparavant. Les compositions musicales n'étaient pas aléatoires. Chaque pièce était datée, et les dates correspondaient à des opérations militaires en Afrique du Nord. Mais c'étaient les marges qui contenaient les secrets, de minuscules notations qui ressemblaient à des marquages dynamiques, mais ne correspondaient pas à la notation musicale standard. Le colonel Jacques Montfort me rencontra à la sécurité, son uniforme si impeccable qu'on aurait pu se couper avec. Il était plus jeune que sa voix ne le suggérait, peut-être 50 ans, avec le genre de posture qui vous faisait redresser votre propre colonne vertébrale. « Monsieur Bonnet, merci d'être venu. » Sa poignée de main était ferme mais brève. Avant de continuer, je dois vérifier votre identité au-delà de la documentation. Parlez-moi du piano de votre grand-père. C'était un Baldwin Spinett de 1947, finition acajou. Il l'avait acheté dans un mont-de-piété à Marseille, après la guerre. Il y avait une brûlure de cigarette sur le dos du milieu du propriétaire précédent. Comment appelait-il ses performances du dimanche soir à la maison des anciens combattants?
Je souris malgré tout. L'Église pour ceux qui n'ont pas d'Église. Il disait que la musique était la seule religion qui ne mentait jamais. Montfort hocha la tête. Suivez-moi. Nous descendîmes 3 niveaux sous terre, passant par des points de contrôle de sécurité qui devenaient progressivement plus sérieux. Finalement, nous entrâmes dans une pièce semblable à un coffre-fort sans fenêtre, juste des lumières fluorescentes et une table métallique contenant plusieurs boîtes de dossiers. Le véritable dossier de service de votre grand-père, dit Montfort en ouvrant la première boîte. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre a été classifié au-delà du secret défense. Même maintenant, certains détails doivent rester censurés. Les photographies montraient Eugène jeune et aux yeux perçants en tenue de combat, debout avec une unité d'hommes dont les visages étaient noircis. Derrière eux, l'épave de ce qui ressemblait à un petit avion. Opération Musique de nuit, février 1962. L'unité de votre grand-père a été insérée dans les montagnes de l'Atlas algérien pour enquêter sur un avion de reconnaissance soviétique écrasé. Officiellement, il n'y avait pas de soviétiques en Algérie. Officiellement, nous n'y étions pas non plus. Qu'ont-ils trouvé ? L'avion transportait un système informatique primitif, un prototype pour encoder les séquences de lancement nucléaire. Mais ce n'était pas le véritable prix. Le pilote, Viktor Koslov, a survécu à l'accident. Il était mourant, mais conscient. Votre grand-père parlait assez de russe pour communiquer avec lui. Montfort sortit une transcription, fortement censurée, mais encore lisible par endroits. Koslov savait qu'il était en train de mourir. Il a donné à votre grand-père des informations sur des comptes bancaires suisses utilisés pour payer des agents doubles. Numéro de compte, mot de passe, tout. Mais voici où ça devient intéressant. Il me montra une autre photographie. Eugène tenant ce qui ressemblait à une mallette métallique. Votre grand-père a mémorisé tout avant de remettre la mallette au commandement. Il connaissait ses numéros de compte. Aurait pu réclamer cet argent à tout moment. 22 millions d'euros en 1962. Vous imaginez ce que ça vaut maintenant ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Parce que le réclamer aurait exposé l'opération. Des vies auraient été perdues. Votre grand-père a choisi le silence, mais il a tout documenté en code, caché dans sa musique. Le ministère lui devait une compensation pour la mission, mais il ne l'a jamais réclamée. Il a dit que cela soulèverait trop de questions, mettrait sa famille en danger. Maintenant, la limite statutaire sur la classification a expiré. La compensation, avec 60 ans d'intérêt, et les multiplicateurs de culpabilité du ministère pour paiement retardé, s'élèvent à 156 millions d'euros. Mais votre grand-père a posé des conditions. Montfort me tendit une enveloppe scellée, mon nom écrit de l'écriture tremblante d'Eugène. Il a laissé des instructions stipulant que ceci ne pouvait être ouvert que par son petit-fils. Et seulement quand ce petit-fils aurait, je cite, « perdu tout ce qui est matériel et pourrait gagner tout ce qui est essentiel ». Je l'ouvris avec des doigts tremblants. À l'intérieur, l'écriture d'Eugène remplissait 3 pages. Théodore, si tu lis ceci, ton mariage s'est terminé et tu as perdu tes possessions mondaines. Je le sais parce que les schémas se répètent à travers les générations. J'ai vu la nature romantique de ton père en toi. Tu aimes complètement, ce qui signifie que tu peux être blessé complètement. La musique que j'ai laissée contient plus que des notes. Chaque composition correspond à des coordonnées. Chaque changement de rythme marque une séquence de chiffres. L'installation de stockage à Marseille avait l'air abandonnée de l'extérieur. Sa façade en briques couverte de décennies de crasse et de graffiti. Mais le clavier à l'entrée fonctionna parfaitement quand j'entrai le code caché dans le 3e mouvement de la fugue d'automne d'Eugène. 1, 9, 6, 2, 0, 2, 2, 8. La date de la mission combinée avec son numéro de matricule. L'unité 447 se trouvait au bout d'un long couloir qui sentait la rouille et le vieux papier. La serrure tourna doucement malgré son âge, et à l'intérieur, un seul classeur se dressait contre le mur, vert militaire et banal. Sur le dessus reposait un jeu d'échecs, ses pièces disposées en milieu de partie. Je reconnus immédiatement la position. C'était le gambit de Budapest, la même ouverture que Gênes m'avait enseignée quand j'avais 8 ans. Le gambit signifie « sacrifice », avait-il dit. Tu perds du matériel pour gagner une position. À l'intérieur du tiroir supérieur du classeur se trouvait une autre clé de coffre-fort. Celle-ci pour la Banque de France, agence Marseille. Et en dessous, un portfolio en cuir contenant des documents qui firent trembler mes mains. Des photocopies de relevés bancaires suisses datés de 1962 à 1970, montrant des dépôts de contractants de défense américains et français vers des agents du renseignement soviétique. Les montants étaient stupéfiants.
Mais les noms étaient pires. Ashford Industries apparaissait 17 fois. William Ashford, le grand-père de Roland, avait vendu des pièces d'hélicoptères défectueuses à l'armée française tout en finançant simultanément des opérations soviétiques en Algérie. Des soldats français étaient morts dans des crashs causés par des défaillances mécaniques qu'Ashford connaissait et ignorait. La marge bénéficiaire sur ces pièces défectueuses, 43%. L'argent sale dans les comptes suisses, 22 millions d'euros. Mon téléphone sonna, numéro inconnu. « Monsieur Bonnet !» La voix était familière mais fausse. « Ici, Roland d'Ashford. »« Je comprends que vous êtes allé à Paris, au ministère. Comment savez-vous ça ? » ?»« De la même façon que j'ai su que votre femme était vulnérable à quelqu'un qui pouvait lui offrir plus. De la même façon que ma famille a toujours su au sujet d'Eugène Bonnet et ce qu'il a pris de ces montagnes. Nous surveillons votre famille depuis 60 ans, attendant que quelqu'un réclame ce qui ne lui appartient pas. Votre grand-père était un profiteur de guerre qui a tué des soldats français. Mon grand-père était un homme d'affaires qui comprenait que la guerre n'est qu'un autre marché. Votre grand-père était un voleur qui a volé des preuves appartenant au gouvernement. Il a documenté la vérité. La vérité est ce que les gens puissants décident qu'elle est, Bonnet. Voici mon offre. Prenez l'argent du ministère et disparaissez. Quittez Marseille maintenant. Laissez ces documents où ils sont et vous serez assez riche pour ne plus jamais penser à Véronique ou à moi. Ou continuez sur cette voie et découvrez ce qu'est la vraie perte. Vous me menacez ? Je vous offre le même choix qu'avait votre grand-père. Le silence et la sécurité, ou la vérité et les conséquences. Il a choisi le silence. Soyez plus intelligent que lui. La ligne se coupa. Je restai debout dans cette unité de stockage, tenant les preuves de crime qui avaient bâti l'une des grandes fortunes de France, et je pris ma décision. J'appelai Denis, mon cousin, le journaliste d'investigation au Monde. Denis, annule ton emploi du temps. J'ai l'histoire qui définira ta carrière. Le coffre-fort de la Banque de France s'ouvrit avec une lenteur cérémonielle. Le coffre était plus grand que prévu, et à l'intérieur se trouvaient les originaux de tout ce qui était dans l'unité de stockage, plus quelque chose de plus. Des bandes magnétiques étiquetées « Confession Koslov » et un second jeu de livres montrant où l'argent suisse était allé après 1970. Le père de Roland avait hérité des comptes, puis Roland lui-même en 2010. Mais Eugène avait laissé une dernière surprise. Au fond du coffre se trouvait une seule partition, manuscrite, intitulée « Suite de la rédemption ». Quand je fredonnais la mélodie, je réalisais que c'était un cryptage musical des mots de passe de compte. Mon grand-père n'avait pas seulement documenté les crimes, il avait maintenu l'accès à l'argent. Je passai les 24 heures suivantes avec Denis et une équipe de comptables judiciaires que son journal avait fait venir. Les banques suisses confirmèrent que les comptes étaient réels et actifs. Le solde actuel de tous les comptes combinés, 87 millions d'euros. De l'argent propre maintenant, techniquement, mais construit sur des os. On publie demain, dit Denis. Ça va détruire Ashford Industries. Et Véronique par extension. Elle a lié son avenir à Roland. Tu as des doutes ? Je pensais à Eugène choisissant le silence pour protéger sa famille. Puis je pensais aux noms sur ces listes de victimes. Des jeunes hommes qui étaient morts parce que William Ashford avait choisi le profit plutôt que les vies. Aucun doute. Mais on fait ça intelligemment. On publie d'abord les documents historiques. Laissons le public faire le lien avec le présent. Et l'argent suisse ne va pas à moi. Il va à un fonds fiduciaire pour les familles de soldats morts dans des crashs d'hélicoptères entre 1962 et 1970. Tout, jusqu'au dernier centime. J'aurai la compensation du ministère. C'est plus que je n'ai jamais rêvé. L'argent du sang retourne aux familles à qui il a été volé. Denis sourit. Ton grand-père serait fier ? Peut-être. Ou peut-être qu'il penserait que je suis un imbécile de choisir la vérité plutôt que la sécurité. Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait ? Je regardai la partition une dernière fois, les notations soigneuses d'Eugène, sa documentation patiente d'horreur qu'il ne pouvait pas empêcher mais n'oublierait pas. Je pense qu'il dirait que la musique valait la peine d'être jouée, même si le public n'était pas prêt à l'entendre. Le Monde publia l'histoire de Denis un mardi matin avec le titre « Argent du sang ». Comment la fraude d'un contractant de défense a financé des opérations ennemies en Algérie. À midi, l'action d'Ashford Industries avait chuté de 40%. À la clôture des marchés, Roland d'Ashford faisait face à une enquête fédérale pour fraude héritée et évasion fiscale sur des comptes suisses non déclarés. Je regardais les nouvelles depuis mon nouveau bureau, un hôtel particulier converti dans le Marais, où j'avais établi la fondation Eugène Bonnet pour les familles d'anciens combattants.
L'argent du ministère avait été débloqué la semaine précédente, tous les 156 millions d'euros, propres et légaux, et miens. Mais je continuais à penser à ces rapports de crash d'hélicoptères, aux visages de soldats de 19 ans qui ne sont jamais rentrés chez eux parce que quelqu'un avait décidé que leur vie valait moins que des marges bénéficiaires. Véronique appela 17 fois ce premier jour. Je répondis au 18e. Théo, Roland a été arrêté. Le fisc a tout saisi. La maison, les comptes, même ma voiture, parce qu'elle a été achetée avec ce qu'ils appellent le produit d'une entreprise criminelle. Je n'ai rien. Tu as ce que tu as choisi. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. Roland m'a utilisé comme son grand-père a utilisé ses soldats. Je vis chez ma sœur à Pontoise, dans son sous-sol. Moi, dans un sous-sol à Pontoise? Véronique, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux rentrer à la maison. Cette maison n'est plus ma maison. La banque l'a saisie après que les actifs de Roland ont été gelés et que tu ne pouvais pas faire les paiements. Je l'ai racheté aux enchères le mois dernier. Tu as racheté notre maison? J'ai racheté une maison. Mon oncle Bernard et ma tante Dolores y vivent maintenant. Ils ont perdu leur appartement à cause de factures médicales, et maintenant, ils ont un endroit magnifique pour passer leurs dernières années. Ça semble être une meilleure utilisation de l'espace que le fumoir à cigares de Roland. Elle pleurait maintenant, des sanglots laids qui m'auraient autrefois brisé. Qu'est-ce que je suis censé faire? La même chose que j'ai faite, recommencer. La différence, c'est que tu as choisi ta fin. La mienne m'a été imposée. 6 mois plus tard, je jouais à nouveau au théâtre des Champs-Élysées, donnant en première la suite de la Rédemption. La pièce que Gênes avait écrite, mais n'avait jamais jouée publiquement. Le public ne savait pas qu'il entendait des mots de passe de comptes bancaires suisses transformés en mélodie. La tragédie transformée en art. Ma mère, Patricia, était assise au premier rang, les larmes coulant sur son visage pendant le mouvement Adagio, qui contenait les noms de tous les soldats morts dans un hélicoptère fourni par Ashford. Le fonds fiduciaire que j'avais établi avait déjà versé 12 millions d'euros aux familles de Gold Star. Denise avait remporté le prix Albert Londres pour son enquête. Ashford Industries avait déclaré faillite après le début des poursuites. Roland avait écopé de 7 ans de prison fédérale pour évasion fiscale, la seule accusation qu'il pouvait faire tenir pour des crimes hérités. Véronique avait épousé son avocat de divorce 2 ans plus tard, un choix pratique qui lui convenait probablement mieux que se marier par amour ne l'avait jamais fait. Ma sœur Monique me demanda une fois si je regrettais quoi que ce soit. Quel parti? Exposer Roland ou perdre Véronique? Les deux, l'un ou l'autre. Tu aurais pu tout prendre et rester silencieux. Eugène l'a fait. Eugène n'avait pas le choix. Le monde n'était pas prêt à entendre la vérité en 1962. Il a gardé ses secrets comme des graines, attendant la bonne saison pour les planter. Je suis juste le jardinier qui a hérité de sa terre. Le véritable héritage n'était pas l'argent, même si cela a tout changé de manière pratique. C'était de comprendre que le silence d'Eugène n'avait pas été de la faiblesse, mais de la stratégie. Il avait joué une partie plus longue que quiconque ne le réalisait, préparant l'échiquier pour que 60 ans plus tard, son petit-fils puisse faire les coups qu'il ne pouvait pas faire. Je vis toujours modestement, un appartement de 2 chambres à distance de marche de l'Opéra Garnier. Je pratique toujours 6 heures par jour, mais maintenant, je donne aussi des cours de musique gratuits aux enfants d'anciens combattants tous les week-ends. C'est cette lettre que je garde dans le journal d'Eugène maintenant, à côté de ses compositions et de ses codes secrets. Un rappel que la musique que nous jouons résonne bien au-delà de la dernière note, touchant des vies que nous ne verrons jamais, guérissant des blessures que nous ne pouvons qu'imaginer. Mon neveu Jules a rejoint la Fondation l'année dernière, travaillant sur des programmes de mentorat pour les jeunes musiciens issus de familles militaires. Il dit qu'il veut aider à transformer les traumatismes en beauté, comme Eugène l'a fait, comme je le fais. Peut-être que c'est ça, le véritable héritage. Pas l'argent qui permet tout cela, mais la compréhension que chaque génération porte les secrets de la précédente jusqu'à ce que le moment soit venu de les transformer en quelque chose de nouveau, en quelque chose de vrai, en quelque chose qui chante.